Parfait. Alors, bienvenue à ce webinaire présenté par Sabine qui va nous parler d'atypisme. Mhm. Elle va nous faire la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la petite boîte à questions. Et à la fin, je poserai les questions pour vous de vive voix. Comme ça, il y aura une interaction et vous entendez et la question et la réponse de Sabine. À toi, Sabine. D'accord. Alors, je vais déjà partager mon écran. Hop. Voilà. Je partage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop là. Oui, pour moi, c'est bon. Eva, est-ce qu'on voit mon écran? On voit ton écran, oui. Oui, on me Ok, confirme qu'on voit d'accord. ton Merci. écran. Ah oui, oui, d'accord. Non, non, Alors, c'est ok. tout Bon, bon. bah, comme tu disais, j'avais envie, dans le cadre euh, de ce salon web, de parler d'un domaine qui m'est cher et qui me passionne depuis quelques années maintenant, c'est l'atypie. Alors, cette petite phrase en introduction, atypique, ok, mais on est tous atypiques, non? En référence à quelqu'un à qui je me présentais il y a maintenant, je pense, 2 ans et demi, et qui m'avait renvoyé cette phrase qui m'avait finalement beaucoup interpellée. Et je trouvais jolie aujourd'hui de la reprendre parce qu'elle est toujours là en fond et elle tourne. Des fois, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Euh, donc voilà, quelques mots pour me présenter. Donc je me nomme Sabine Haguet, je suis coach depuis 3 ans et demi. Oui, me semble-t-il, oui, oui. Donc coach certifié et spécialisé. Alors j'ai utilisé le mot de spécialisé parce que c'est finalement ce qui était euh, le plus ressemblant, mais je ne suis pas spécialiste, donc spécialisée dans tous les profils atypiques auxquels je m'intéresse beaucoup. On verra après les profils dont je parle. J'accompagne les enfants, les adolescents et les adultes, donc la personne en elle-même dans son chemin de vie, pour des problématiques individuelles, personnelles ou professionnelles, des problématiques familiales ou des problématiques scolaires. Voilà. Physiquement, je me situe maintenant à Genève, où le temps est maussade, mais on s'en fiche. Et puis, je suis au cabinet pour vous parler de ce sujet qui me passionne, comme je vous le disais. Alors, juste avant qu'on démarre, il serait bien, je trouve, puisque effectivement, le mot atypie, c'est un mot qui englobe énormément de choses, que l'on ait le même référentiel avant de démarrer. Ben justement, la définition de l'atypie, très brièvement, c'est ce qui est différent d'un référentiel, différent d'un groupe de référence. Et j'applique dans ma présentation cette définition au domaine de la neurodiversité. Voilà. Donc, c'est tout ce qui semble atypique au niveau du fonctionnement cognitif. Alors, quelles sont ces atypies auxquelles je m'intéresse plus particulièrement? Et puis, surtout, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que je pense qu'il est important de revenir un petit peu d'en parler brièvement, ou plus largement si les personnes sont concernées. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que, alors aujourd'hui pour dire de nos jours, hein, parce que l'accès à la connaissance est quand même bien facilité, donc beaucoup de parents l'ont, cet accès à la connaissance, euh, puisqu'on est ici entre parents normalement. Euh, qui a, voilà, que le parent aujourd'hui n'est plus simplement celui qui garde son enfant à la maison, mais sont en général, quand on est parent aujourd'hui, on est en général averti puisqu'on va chercher la connaissance qui nous est nécessaire et on est engagé aussi dans l'éducation de nos enfants, engagé dans tout ce qui peut arriver. Alors j'ai mis culte du bien-être. Alors s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à avant, les anciennes générations, donc moi je vais sur mes 46 ans déjà, et finalement, ancienne génération, je pense à la génération de ma maman, où le bien-être était réellement mis en second plan, il y avait d'autres priorités, d'autres préoccupations. Aujourd'hui, vraiment, on met tout ce qui est en notre pouvoir, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, on met tout en œuvre pour toucher du doigt ce bien-être, pour être bien. On a ces questions de sens, de développement personnel, et on tient aussi beaucoup à l'offrir à nos enfants.
Et puis, on a affaire à des écoles de plus en plus alertes sur ces sujets-là. Donc, des écoles à qui on demande d'être attentives aux difficultés des enfants. À l'époque, un enfant en difficulté était mis tout au fond de la classe. Celui qui, au contraire, avait des facilités était peut-être mis devant la classe. Donc voilà, il y avait les cancres et il y avait les autres, et puis il y avait les enfants moyens. Et je crois que tout ça se faisait plus ou moins naturellement, au dépend malheureusement de certains enfants. Aujourd'hui, vraiment, l'école met le doigt sur les différences qu'il peut y avoir, sans avoir le droit non plus de poser des diagnostics, etc. Donc ils ont un peu un rôle, ils ont un peu excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Voilà, donc, mais l'école rend, le parent s'investit, va aux informations au niveau du scolaire, et l'école est là pour rendre ces informations. Et puis, il y a de plus en plus de méthodes aujourd'hui à disposition pour régler des problèmes qui soient dus à une atypie ou à un trouble ou à d'autres choses. Donc, tout ceci fait que je pense qu'il est très important d'informer les parents sur ce que sont ces atypies et puis, voilà, d'en discuter un petit peu aujourd'hui. Alors, le but aujourd'hui, en 25-30 minutes, n'est pas de développer complètement chacun de ces points-là, parce que je crois que chacun de ces points-là mériterait plusieurs mois de développement, à mon avis. Juste au niveau des atypies, quelques mots. Donc, vous avez vu, j'ai mis 2 catégories pour la bonne et simple raison que pour moi, les 2 premières, c'est vraiment une façon d'être, une particularité de fonctionnement. La deuxième catégorie, c'est aussi une particularité, mais ça fait partie des troubles. Voilà. Donc, l'hypersensibilité, c'est voilà, une façon différente d'être au monde, de ressentir les choses, de vivre les choses. Quand on dit hypersensible, on pense beaucoup à l'émotionnel, mais ce n'est pas que l'émotionnel. Le haut potentiel, eh bien, c'est une faculté intellectuelle, un cognitif qui va beaucoup plus vite. Et puis on arrive dans le trouble des apprentissages, TDA avec ou sans H. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, les troubles 10, et puis le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Alors, regarde juste ma petite fiche. Ça fait pas une belle fiche. Alors, revenons un tout petit peu plus en détail sur ces atypies. Donc, l'hypersensibilité, je vous disais, c'est une façon différente d'être au monde, de ressentir les choses. Ça peut être de l'hypersensibilité, ça peut aussi être une hypersensibilité, de l'hyperesthésie. On appelle ça de l'hyperesthésie. Ce sont les 5 sens plus développés que la norme, que la moyenne. Donc, c'est un peu une combinaison de tout ça, partant toujours du principe que il y a des termes là-dessus. Alors, pour l'hypersensibilité, il n'y a pas de diagnostic à proprement parler, il n'y a pas de test d'évaluation. Enfin, pas rien d'officiel. Malgré tout, les spécialistes sont à même de mettre au jour cette hypersensibilité chez les personnes concernées. On parle de 10 à 15% de la population environ, d'accord. Ce sont des statistiques. Tout dépend où on va les chercher, ça change un petit peu. Donc, on voit que ce n'est pas non plus. Il y en a qui avancent le chiffre de 20 à 25%. Finalement, j'ai envie de dire, peu importe. On voit que la tranche de la population n'est pas si importante que ça. Le haut potentiel, eh bien, le haut potentiel, finalement, et officiellement est attesté par un test de quotient intellectuel. Il concerne 2 à 3%, selon la courbe de Gauss, de la population. Certains annoncent 5. De plus en plus, les spécialistes nous disent que, selon les observations faites dans les classes, dans les écoles, il y aurait un petit peu plus d'enfants au potentiel que ce qu'on pense. Reste à savoir après s'il s'agit vraiment d'enfants à haut potentiel ou s'il s'agit de la définition qu'on met derrière le haut potentiel. Là, je crois que
là non plus, il n'y a pas consensus. C'est encore un peu flou. Les choses sont en train de se déterminer. Quoi qu'il en soit, il faut quand même retenir cette notion de quotient intellectuel à 130 et plus, en l'absence d'une comorbidité. Donc la comorbidité, c'est un trouble associé, même si dans le contexte du haut potentiel, on ne peut pas parler de comorbidité puisque ce n'est pas une maladie. Alors c'est un quotient intellectuel de 130 et plus, partant du principe qu'en moyenne, la population a un quotient actuel de 90 ou 90 pour les personnes françaises qui nous écoutent aujourd'hui, à 110. Voilà, donc c'est clairement au-dessus de la moyenne. Donc le test de quotient intellectuel teste dans plusieurs domaines les capacités cognitives. Là aussi, il y a des discussions en cours puisque finalement, il n'y a pas non plus de définition de l'intelligence sur laquelle tout le monde se retrouve. Donc vous voyez que tout est en nuance. On a aussi donc ce TDAH qui est ce trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il semblerait que de plus en plus aussi les scientifiques tendent à laisser tomber cette barre de séparation, vous voyez, puisque c'est avec ou sans, partant du principe que l'hyperactivité se retrouve, ce n'est pas physique, se retrouve au niveau cognitif. Donc là, c'est 5 à 9% des élèves, ça reste quand même assez faible. Le trouble des apprentissages, dans les 10, c'est 6 à 8% des élèves, et le trouble du spectre autistique, 1% de la population. Donc on voit que ces atypies, malgré tout, même si on en entend beaucoup parler aujourd'hui, représentent une partie faible de la population. D'accord? Donc tout ça pour vous dire qu'il faut être très précautionneux. Quand on entend, je vous le dis en tant que maman, quand on entend de ci, de là, tiens, quel enfant agité, il doit être hyperactif. C'est un peu le problème qu'on constate aujourd'hui avec cet accès à l'information, c'est-à-dire que on fait très vite des parallèles, on mélange très vite les choses et on pose trop vite des pseudo-diagnostics. Juste une chose, je vous en ai un petit peu parlé. Encore une fois, le but n'est pas de vous en parler très en détail parce que pour ça, alors non seulement il faudrait vraiment une présentation à fond, ne serait-ce que sur l'hypersensibilité, c'est tellement complet et fondamentalement complexe, mais il s'agit d'une intensité, une façon de vivre les choses, plus d'intensité que chez les autres. Ça donne, puisqu'on est là pas pour parler des enfants, ça donne des enfants qui auront des réflexions différentes, qui vont se poser des questions différentes, peut-être un peu décalées pour leur âge aussi, qui auront peut-être plus facilement qui vivront plus facilement de l'anxiété, qui vont avoir des valeurs comme l'amitié qui sont un peu plus appuyées que leurs copains. Vous savez, ce fameux passage où t'es plus ma copine, c'est lancé comme ça au travers d'une cour de récréation. Et finalement, l'enfant hypersensible qui le reçoit a de fortes chances de s'arrêter à ça. Alors en plus de ça, si c'est suivi par t'es plus ma copine pour toute la vie, là, ça devient quelque chose de dramatique, alors que l'autre, au bout de 30 secondes, a déjà oublié ce qu'elle a dit. Voilà, c'était juste un truc qu'on lance comme ça à travers. Un enfant hypersensible va ressentir ça beaucoup plus fortement, va être beaucoup plus à l'écoute et facilement déstabilisé par ce qui se passe autour de lui. Ça va être possiblement une éponge émotionnelle. Et puis, vous allez remarquer cette hypersensibilité aussi par le fait qu'il y ait des manifestations au niveau des sens, donc une ouïe plus développée, un odorat plus développé aussi, ou le toucher, la peau, on parle constamment des étiquettes qui dérangent, ou des chaussettes qui grattent, des pulls qui grattent, etc. Voilà, c'est un peu ça. Alors, hypersensible, il y a un petit mix qui est fait de temps en temps entre l'hypersensibilité et le haut potentiel. Un enfant hypersensible, vous l'avez vu dans les statistiques, n'est pas forcément un enfant à haut potentiel. Alors, il y a des choses qui se croisent forcément dans le fait de beaucoup réfléchir, d'avoir cette impression d'avoir toujours plein d'idées qui arrivent. Chez des enfants hypersensibles, il y a toujours énormément de questionnements. Chez un enfant à haut potentiel, il y a quand même ces capacités cognitives supérieures, appelons un chat un chat. Je sais que bien souvent,
on essaye de ne pas froisser les susceptibilités en disant que le haut potentiel, c'est réfléchir différemment et non pas mieux. Alors, le mieux, c'est une notion toute subjective, mais malgré tout, être à haut potentiel, c'est également avoir des capacités cognitives dans certains domaines supérieures à la norme. Donc là, attention, est-ce qu'un enfant au potentiel ou une personne au potentiel est forcément hypersensible? Là-dessus, moi, je ne peux pas vous apporter de réponse puisque là également, il y a discussion. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Moi, je pense sincèrement que tout dépend de ce qu'on met derrière la définition de l'hypersensibilité, partant du principe, encore une fois, qu'un être hypersensible n'est pas forcément un être hyper émotif. Voilà. Donc voilà, ce sont deux domaines qui se croisent un petit peu, d'où l'intérêt de tester les enfants quand il y a un quelconque doute. Au niveau du TDAH, pour avoir vraiment une vision globale d'ensemble, donc ce sont quand même des enfants qu'on repère. Alors ce sont les premiers qui nous viennent en mémoire et ce sont majoritairement des garçons, ces enfants qui courent partout, qui bougent vraiment de façon exagérée, qui ne savent pas faire le silence, rester en place, qui grimpent surtout, qui sautent partout et qui sont toujours très très nerveux. Voilà. Ce sont aussi des enfants qui sont parfois impulsifs, donc on retrouve ces trois caractéristiques, le déficit de l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité motrice, qui se transforme plus tard en hyperactivité cérébrale, à la période de l'adolescence d'ailleurs. Donc cette impulsivité, couper la parole pour répondre, ne pas attendre la fin des phrases, changer très vite d'activité sans attendre, et puis le fait de prendre des risques sans avoir conscience du danger, ne pas respecter les instructions, les ordres, et puis ce déficit de l'attention, où là on retrouve plus particulièrement aussi dans ce contexte-là, au déficit de l'attention, sans dire que c'est exclusivement féminin, on y retrouve beaucoup de petites filles qui n'ont pas cette hyperactivité motrice. Eh bien, c'est vraiment du mal. Alors, on pense tout de suite à ces enfants qui sont très souvent dans la lune, exagérément dans la lune, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'un enfant rêve un peu que tout de suite il a un déficit de l'attention de nouveau. C'est vraiment ces enfants qui ne semblent jamais écouter, ne pas entendre quand on leur parle, qui sont très facilement distraits par plein de choses, qui ont du mal à planifier les choses, à s'organiser. Et puis, ce sont des enfants qui sont un peu déstabilisants parce qu'ils peuvent très vite apprendre quelque chose et puis finalement, quelques temps après, avoir l'impression de ne jamais avoir vu ce qui vient d'être appris. Voilà. En gros, encore une fois, je vous le dis, il faudrait vraiment développer ça beaucoup plus en avant. Ça fait de nombreux mois que je creuse le sujet sans dire que je suis une spécialiste de nouveau. Donc voilà, mais ça donne déjà un bon aperçu de ce que peut être le TDAH. Et puis on a ces charmants troubles 10 qui sont, alors je reviens juste sur le mot trouble, ce sont vraiment des troubles cognitifs, donc c'est un fonctionnement différent du cerveau, ce sont des enfants qui sont câblés différemment. Alors on parle de handicap invisible. Voilà, on parle de handicap pour que fondamentalement il soit reconnu et pris en charge et aidé. Moi, j'aime, même sans nier les problématiques que ça peut amener d'avoir des troubles 10. Moi, j'aime penser que c'est une façon différente de fonctionner. Voilà. Mais ça, c'est ma vision des choses. Donc, parce qu'on connaît le plus facilement, si je vous demande quels sont les troubles 10 qui existent, on a la dyslexie, d'accord, qui est au niveau du langage écrit. On a donc difficulté à lire, inversion des lettres, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la dyslexie. On a, qu'est-ce qu'on connaît? Je le connais un peu tous, la dyspraxie, qui amène des problèmes au niveau du geste. Donc, ce sont des enfants qui ont du mal à lasser leurs chaussures, à découper, qui n'aiment pas trop dessiner, même la difficulté à dessiner. Puis dysorthographie, dysgraphie, le trouble de l'écriture aussi.
dyscalculie, tous ces troubles 10 qui existent soit seuls, mais pas séparément les uns des autres. Il est rare que vous ayez un seul trouble 10 à la fois et qui peuvent aussi découler, ces troubles 10 peuvent aussi découler d'un trouble de l'attention. Voilà, donc un trouble 10 peut être une comorbidité au trouble de l'attention. Et puis si on continue, alors le trouble du spectre autistique, je vais passer sur ce sujet assez rapidement parce que là encore, donc c'est le trouble du spectre autistique. Donc c'est un spectre, hein, c'est très large. Il s'agit de, c'est très fin. Le sujet est vaste. On peut toutefois regrouper 3 grands domaines. Donc ce sont des troubles dans les interactions sociales, des troubles dans la communication verbale et non verbale et des comportements stéréotypés et répétitifs. Je vous invite vraiment, si vous avez le sentiment que votre enfant pourrait être porteur de ce trouble, à vous renseigner un petit peu plus à fond et à faire appel à de réels spécialistes. Moi, dans le cadre de mes accompagnements, j'interviens principalement en soutien d'adultes, mais je n'ai pas encore eu d'enfant, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui mérite beaucoup d'attention. Alors, moi, j'aimerais quand même appuyer, après tout ça, je vous laisserai me poser vos questions si vous en avez, quand même pour vous dire, vraiment, je tiens à ce qu'on descende un petit peu tout ce qui se dit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ces troubles et ces particularités, rappelons l'hypersensibilité et l'eau potentiel, ne sont pas? Non, ce n'est pas un problème actuel, ce n'est pas le 21e siècle qui cause ce genre de problématique. Ce sont des particularités qui ont toujours existé. On en parle un peu plus aujourd'hui parce qu'on a plus de moyens de les déceler, plus de moyens de les prendre en charge, et puis parce qu'il y a Internet et que tout est mis à disposition et que finalement, encore une fois, on revient à ce rôle de parent investi dans l'éducation de son enfant parce que le parent aujourd'hui aime collaborer avec l'éducation, avec l'école, avec les spécialistes, aime comprendre et puis aime prendre toutes les mesures pour que son enfant évolue du mieux possible. Ce ne sont pas, alors si on parle des troubles, même de l'hypersensibilité, parce qu'on l'entend aussi des fois avec des enfants qui sont hypersensibles, ce ne sont pas des troubles qui résultent de mauvaises habitudes, que ce soit de mauvaises habitudes de vie ou de mauvaises habitudes alimentaires. Non, ce sont des réels troubles cognitifs. Ce n'est pas non plus un défaut dans les techniques d'éducation, c'est quelque chose, alors je pense là à l'hypersensibilité, aux troubles de l'attention, mais encore aux troubles des apprentissages. Ce n'est pas parce qu'un enfant qui a une dysgraphie et qui écrit mal, c'est pas parce qu'il a une dysgraphie que les parents n'ont pas tenu leur rôle d'éducateur et n'ont pas tenté de lui faire comprendre finalement que écrire c'était important. De la même façon qu'un enfant qui a un TDAH identifié, une hyperactivité, eh bien non, ce n'est pas à cause d'une éducation laxiste des parents que cet enfant-là a une hyperactivité. C'est vraiment très important de le poser parce que c'est quelque chose de très culpabilisant qu'on entend beaucoup de nos jours. Et puis pour l'enfant, non, parce que malgré tout, alors je suis navrée s'il y a des enseignants qui écoutent ce webinaire, et ça c'est quelque chose qu'on entend parfois des enseignants, non, ce n'est pas un manque d'envie, ce n'est pas un manque d'envie d'apprentissage. Partons du principe qu'un enfant a de toute façon envie d'apprendre, un enfant a envie de faire comme ses copains de classe, il a envie d'apprendre. Non, ce n'est pas un manque de motivation. Encore une fois, il peut y avoir des moments où l'enfant est moins motivé, mais en général, le manque de motivation chez un enfant provient d'une difficulté. Non, ce ne sont pas des caprices. Quand un enfant ne supporte pas un tissu, ne supporte pas une image, je pense à un enfant qui avait fait toute une crise en classe parce qu'il passait la vidéo sur les émotions, le dessin animé sur les émotions, dont je ne me souviens plus maintenant. Il y a eu un moment compliqué pour cet enfant-là parce que c'est un enfant qui analyse énormément et qui
porte vraiment cette hypersensibilité. Non, ce n'était pas un simple caprice, c'était un moment compliqué pour lui. Et puis, ce n'est pas non plus un style que l'on se donne. D'accord? Être rêveur, c'est pas un style. C'est pas, on n'est pas un artiste parce qu'on est rêveur. Voilà. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui le sont, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, faisons taire toutes ces étiquettes que l'on peut coller à ces enfants qui sortent un peu du lot à l'école. D'autant plus que je crois que plus ça va, plus il y en a qui sortent du lot sans forcément arriver dans les troubles des apprentissages. Alors, quand on est parent et que l'on touche un peu du doigt tout ce domaine, qu'est-ce qu'on fait? Partant de là, moi, ce que je conseille toujours, c'est de vous écouter. Parce que quand même, je crois, alors je me disais justement en préparant ce webinaire que j'allais questionner les neuropsychologues qui font les bilans et les ergos qui font les bilans. Je crois quand même qu'il y a peu, selon moi, de parents qui font appel à des spécialistes pour creuser une piste, juste comme ça. Parce qu'il faut savoir, c'est ce que je lisais l'autre jour et vraiment, j'ai été fâchée de ce que je lisais. Je ne crois pas que ce soit un parcours bien-être, un parcours de santé, que de se lancer dans toutes ces évaluations, dans tous ces bilans. Premièrement, ça coûte assez cher. Deuxièmement, ça prend pas mal de temps. Et troisièmement, quand même, on se livre. Voilà, on s'expose à des critiques, on s'expose à des évaluations qui sont parfois désagréables, à des remises en question certaines, à un auto-questionnement aussi, parce que fondamentalement, quand il y a un trouble 10, quand il y a un trouble de l'attention ou de l'hyperactivité, quand il y a du haut potentiel, parce que même si, partons du principe qu'une personne à haut potentiel a des capacités différentes, aura plus de facilité, il peut y avoir des enfants et des adultes pour qui c'est un peu moins simple, voilà, même si ce n'est pas la majorité. Eh bien, tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment sortir du contexte, ce n'est pas facile à vivre. Donc, écoutez-vous. Si vous sentez que chez vos enfants, il y a quelque chose de différent, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui nécessite une évaluation, un bilan, qui nécessite une recherche, allez-y. N'écoutez pas ce que l'on vous dit à côté. Les autres ne peuvent pas juger. Vous connaissez votre enfant mieux que personne. C'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui l'avez élevé. Alors, que faire? Commencez déjà par consulter votre pédiatre. Alors, j'ai hésité à le mettre par écrit, mais je vais le dire par oral. Consultez votre pédiatre et, s'il vous plaît, gardez vos facultés de jugement quant à la capacité de votre pédiatre à entendre ce genre de choses. Il y a malheureusement parfois des pédiatres qui ne se sont pas mis à jour dans certains domaines et qui vont un peu procéder comme les gentils amis qui sont autour de vous dire que vous exagérez et que de toute façon, non, il n'y a absolument rien. D'accord? Donc, consultez un pédiatre qui est au fait avec tout ça, qui vous conseillera très certainement de faire appel ensuite à un spécialiste, alors psychologue ou neuropsychologue, pour effectuer un bilan psychologique, soit en premier, soit en second, mais en général, c'est un peu la porte d'entrée, et puis demander un bilan d'ergothérapeute pour tester les différentes capacités. Si vous avez un doute sur notamment alors un trouble 10 qui peut ne pas forcément être un trouble, hein, parce qu'il y a certaines circonstances. Pour qu'il y ait un trouble 10, il faut qu'il y ait une réelle difficulté suite à l'entrée dans l'apprentissage, donc début de 3P ou de CP. Donc ça, c'est l'entrée dans l'apprentissage. Il faudrait quand même, si on prend une dyslexie, attendre un an et demi dans certaines situations avant que la dyslexie soit attestée. Ce qui ne veut pas dire que vous devez attendre un an et demi si vous voyez que votre enfant a des difficultés pour faire appel à un spécialiste. On a des moyens aujourd'hui de se simplifier l'existence et je ne vois pas en quoi faire appel à ces moyens-là serait prétentieux finalement. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, j'en parlais justement avec quelqu'un tout à l'heure,
avoir confiance. Ces enfants-là, ce sont vraiment des êtres merveilleux. Alors non, ce n'est pas facile de sortir de la norme, mais il y a plein de ressources aujourd'hui pour faire en sorte que ça aille du mieux possible. Et puis, moi, j'ai envie de dire que plutôt que de se focaliser sur ce qui n'ira pas, sur les difficultés qu'ils vont rencontrer au niveau scolaire, parfois avec les amis, même assez régulièrement, enfin avec les camarades, et puis après, au niveau professionnel, c'est des difficultés d'organisation, etc. Il y a énormément de choses sur lesquelles ces enfants-là sont bien, bien meilleurs que les autres et sur lesquelles ils peuvent vraiment s'appuyer. N'oubliez pas que s'appuyer sur ces ressources et sur les dons que l'on a, sur les forces que l'on a, permet d'améliorer tout le reste. On a toujours cette faculté à tenter d'améliorer tout ce qui ne va pas, plutôt que de vraiment s'appuyer sur ce qui va très bien et ce qui va bien. Et puis, en tant que parent, vous allez être entouré, si vous lancez dans cette problématique de différence, dans un trouble 10, si vous lancez dans les bilans, etc., vous allez être entouré de plein de professionnels, vous et votre enfant. Ne vous oubliez pas dans tout ça. Parce que en tant que parent, les conditions en famille peuvent être difficiles, avec certains troubles. C'est aussi très difficile d'aller, alors c'est notamment difficile d'aller à l'école, se faire entendre en tant que parent, mais c'est aussi difficile chaque fois devoir lutter pour ça. C'est quelque chose de très fatigant, de très remuant, parce que de nouveau, bien souvent, quand il y a une particularité chez son enfant, eh bien, cette particularité se retrouve chez un des deux parents. Alors, c'est peut-être vous. Ça va donner des résonances, ça va faire appel à quelques-unes peut-être de vos failles qu'il va falloir assurer ça, assurer le parcours de son enfant, assurer les rendez-vous, assurer l'école, assurer le bien-être de tout le monde. C'est vraiment éreintant et vous devez absolument, pour pouvoir continuer ce chemin de la façon la plus sereine possible, vous faire accompagner par des professionnels qui connaissent ce domaine et qui pourront vous tendre une main, vous offrir un moment d'écoute et de ressourcement. Voilà, moi je suis arrivée à la fin de ma petite présentation. Alors je sais que j'ai oublié plein de choses, que je n'ai pas précisé plein de choses. J'aurais voulu vous en dire beaucoup, beaucoup plus. C'était juste un petit aperçu pour rentrer dans le sujet. Je reste à l'écoute de vos questions et puis je serai ravie de vous en dire un petit peu plus en fonction de vos besoins. Voilà. Très bien, merci Sabine. Alors, des questions, je n'en ai pas. J'ai des D'accord. petits commentaires. J'ai Oui, Sandrine qui a le sentiment qu'il y a plus de profils atypiques dans certaines écoles que dans d'autres. d'accord. Oui, Et puis que malheureusement, tous les enfants ne sont pas testés pour un HP, même si on a le sentiment personnel que son enfant est HP. oui. Effectivement, ce sujet de la différence entre les écoles, euh, j'ai l'impression, mais Sandrine, puisqu'on se connaît, tu me diras si ça se rapporte à une discussion qu'on avait déjà eue d'ailleurs. Peut-être au niveau des styles d'éducation dans les écoles. Je pense que dans les écoles privées, enfin là à Genève, on en a quelques-unes. Je pense à une notamment. Je crois qu'on y trouve quand même pas mal d'enfants au potentiel, d'enfants peut-être avec un trouble de l'attention, parce qu'il y a des demandes particulières, il y a des demandes d'éducation, enfin des demandes, oui, il y a des besoins spécifiques auxquels une école privée peut répondre. Voilà, notamment. Et puis après, il y a les zones des zones en ville, enfin des villes, où selon moi, il y a quand même beaucoup plus de professionnels accessibles. Donc là, on réalise plus de bilans, les enfants sont identifiés, pris en charge. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, différence entre la campagne et les villes? Ou est-ce que ça vient du fait qu'en campagne, l'attention est portée sur autre chose? Quand je parle de ça, je pense à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux anciennes générations. Est-ce que, voilà, est-ce qu'en campagne, on porte cette attention sur les problématiques de l'enfant, ou est-ce qu'on
les problématiques sont ailleurs. En ville, est-ce que les gens sont un peu plus attentifs aussi à cette notion de bien-être, de bien réussir? Voilà, je crois que j'aurais tant aimé faire des études en sociologie, notamment, et mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, effectivement, le sujet est vaste. Et puis au niveau de l'évaluation, oui, effectivement, enfin, on voit notamment sur les groupes de discussion. Et puis, moi, j'ai reçu quand même quelques familles qui restaient sur cette supposition, par exemple, de haut potentiel. Alors, moins dans le cadre d'un trouble des apprentissages, parce que là, vraiment, il y a une prise en charge à faire, mais dans la suspicion du haut potentiel, c'est vraiment le fait d'être réticent un peu sur ces tests. Alors, premièrement, déjà, énormément parce que ça coûte cher à faire. Deuxièmement, parce qu'il y a toujours cette remise en question de se dire est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on n'est pas prétentieux. Donc un peu cette réticence à aller. Alors maintenant, si on coupe cette notion de est-ce qu'on n'est pas prétentieux avec le coût que ça peut engendrer, effectivement, là, on arrive dans une attitude de retrait et de repli. Et puis aussi parfois cette hantise de sortir du lot et de se dire bon, je sens qu'il y a une différence, mais finalement non, tout va bien. Voilà. Donc oui, effectivement, peut-être pas assez. J'espère toutefois que les enfants qui rencontrent des problématiques à l'école, que ce soit à cause d'un trouble ou à cause de l'ennui lié à des facultés cognitives plus importantes, ben, sont pris en charge et que les adaptations à l'école se font, malgré tout, sans test. Parfait. Je ne sais pas si tu vois les commentaires justement de Sandrine parce qu'elle a Non. encore commenté un petit peu Oui, okay. tes remarques. Donc, elle comprenait pourquoi en fait on faisait plus appel au privé dans le sens où on n'a pas le choix de l'école dans laquelle on place son enfant quand on est dans le public. Oui. Donc voilà, donc elle comprenait pourquoi on pouvait se retourner vers le privé quand on avait un enfant qui était atypique. Oui. Et qui disait aussi que ben voilà, la différence entre la ville et la race campagne au niveau de l'accompagnement dans les écoles était plutôt identique, Oui. mais qu'au niveau de la possibilité d'avoir accès après à toutes les thérapies pour les profils atypiques était beaucoup plus difficile en campagne qu'en ville. Voilà. Oui, oui, Un petit oui. peu, voilà, qu'elle Oui, était oui. d'accord avec toi. D'accord. Ok. Voilà. Et sinon, que les coûts effectivement engendrés pouvaient creuser le budget. Et puis qu'on pouvait ouvrir un grand débat là-dessus sur voilà, on pourrait en parler pendant des heures Oui. encore. Oui, 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 oui. Moi, je veux vous dire, Mais, ça fait maintenant, alors pas 3 ans et demi, mais 3 ans que je creuse tout ça et voilà. J'ai encore une multitude de choses à découvrir. Je crois que ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Il y a Gloria, je ne sais pas si oui, Gloria est encore là, qui, je vois, disait qu'elle se rendait compte qu'elle avait des a priori, des idées préconçues, et ça aurait été intéressant que Gloria nous précise lesquelles, parce que là, ça pique ma curiosité. Donc, à quel il y a niveau, si Gloria veut bien compléter son commentaire pour me libérer de ce questionnement qui va tourner sinon pendant tout le week-end. Voilà. par rapport à l'alimentaire, par exemple. Oui, d'accord, ok. Alors oui, là, alors du coup, je vous encourage, parce que je connais l'intervenante de tout à l'heure, je crois, hein, Eva, Oui, c'est juste Valérie, à 17h, oui. voilà, qui va parler un peu du sucre, et c'est quelqu'un, Valérie, c'est quelqu'un avec qui je travaille, donc on organise notamment des ateliers pour enfants. Voilà, on a une journée pendant les vacances d'octobre, donc pour ceux qui sont à Genève et qui ont envie que leur enfant participe, sur l'alimentation. Alors, si, alors déjà, oui, enfin, je ne veux pas rentrer dans sa présentation, mais disons que je ne pense pas, moi personnellement, que l'alimentation soit à la base du trouble des apprentissages. On parle, j'imagine,
Ah ben voilà, Gloria, je vois que vous y êtes inscrite, ben c'est parfait. Il va y avoir beaucoup d'informations et elle est très intéressante. Donc je ne pense pas qu'en fait l'alimentation c'est à la base de l'hyperactivité. Je ne sais pas si elle vous dira le contraire, parce que je pense que c'est d'hyperactivité qu'on parle. Par contre, il y a quand même, ça fait de l'alimentation, ça fait partie des domaines dans lesquels intervenir quand on se retrouve face à une hyperactivité. Un TDAH, il y a la médicalisation voilà, dont on parle, on reparle, etc. Mais il y a aussi le côté des habiletés parentales au niveau de l'éducation. Il y a des techniques à acquérir. Et puis, il y a aussi une adaptation au niveau de l'alimentation et finalement du sommeil. Donc, l'alimentation fait quand même partie d'un des moyens d'action pour tenter de réguler au mieux cette hyperactivité. Par contre, je ne crois pas que voilà, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Je pense que l'alimentation permet d'atténuer les effets de l'hyperactivité, mais n'est pas à la base de l'hyperactivité. Voilà. C'est pas parce qu'un enfant mange beaucoup de sucre. Alors, un enfant qui mange beaucoup de sucre va être excité. Un enfant hyperactif qui mange beaucoup de sucre va être surexcité. Mais un enfant hyperactif qui ne mange pas de sucre restera hyperactif. Voilà. Peut-être de façon un petit peu moins intense que celui qui en mange, d'ailleurs. Mais elle vous en parlera un petit peu mieux que moi. Parfait. Voilà. Merci Bien. beaucoup, Sabine, Merci pour cette à vous. Merci présentation. d'être. Merci Et de m'avoir laissé cette opportunité-là. c'était très Puis, intéressant. donc, voilà, si vous avez quelconque besoin d'être accompagné, encore une fois, en tant que parent, mais en tant qu'individuel aussi, avec le code BabyKitPlanet, attention, passant, celui qui oublie le mot de passe sera puni. J'offre volontiers du 20% de réduction sur le prix de mes séances. Et puis, si vous avez besoin d'informations ou de compléments d'information, eh bien là, sur le slide, vous avez mon adresse email. N'hésitez pas à m'écrire. Même si vous avez envie d'échanger, de parler un peu de votre enfant, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est avec le plus grand des plaisirs. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sabine, et bonne Oui, soirée à tout le monde. Et à puis vous aussi. Bonne à soirée tout à à l'heure tous. pour celles qui viennent après, donc du coup. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir.